Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Assouplissement des mesures barrières et soulagement dans la trésorerie pour nombreuses entreprises. Les 19 mesures annoncées jeudi apportent un grand bol d'air fiscal à de nombreux secteurs. Illustration en tête de ce journal. Assouplissement des mesures barrières contre le Covid-19 et non relâchement dans la lutte contre le virus. Halte à la négligence mortelle. Il faut rester mobilisé, entendra-t-on dans ce 20h30. Et puis recrutement massif des enseignants. Le gouvernement prépare la contractualisation de 3000 instituteurs pour le primaire et la maternelle. Les résolutions de la concertation de ce lundi, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres. Bouffée d'oxygène pour quelques entreprises camerounaises, les mesures d'assouplissement et de soutien décidées en fin de semaine par le chef de l'État vont desserrer la pression sur la trésorerie de nombreuses unités de production. Calculettes en main, certaines entreprises essayent maintenant de mesurer le gain sur diverses charges. D'abord, envisageons cela sur le plan fiscal. Évaluons donc le bol d'air qu'apportent les décisions présidentielles. Voici ces projections dans ce reportage de Marie-Laurence Nké. Les mesures prises par le gouvernement le 30 avril dernier sont un bol d'air frais pour ces entreprises qui se sentaient déjà essoufflées après 6 semaines de restrictions en termes d'activité économique et commerciale. Pour ces mesures, je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. D'abord, ça va aider les entreprises. Il y a certaines entreprises que vraiment maintenant, ils n'arrivent pas à avoir de bénéfices, ils n'arrivent même pas à avoir des entrées. Après, je pense que c'est quelque chose qui est louable. Pour certaines, c'est une période de détente provisoire. Elles ont hâte de reprendre leurs activités. Nous faisons dans l'événementiel. Comme tout chef d'entreprise, en début d'année, nous contractons des dettes pour consolider notre chiffre d'affaires. Cette situation nous faisait déjà un discrédit avec les banques. Automatiquement, quand le président de la République met encore des mesures pour essayer d'alléger, c'est-à-dire qu'un paiement progressif de nos dettes, ça nous fait respirer davantage et ça nous donne la possibilité, ça nous remet en confiance. Les mesures permettent effectivement de redonner une certaine force psychologique aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise. Bien qu'elles soient salvatrices, ces mesures, certains chefs d'entreprise sont restés à leur fin. Des propositions sont alors faites. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des mesures structurelles qui permettent que les entreprises localement aient un volume d'activité garanti. Nous avons fait des propositions dans le sens notamment de la monnaie binaire. Parce qu'aujourd'hui, la Banque centrale, elle a proposé d'injecter plus de liquidités. Mais l'injection de liquidités est malheureusement orientée. Ce n'est que ceux qui ont, par exemple, encore droit à des salaires, maintenant, qui peuvent bénéficier de ces liquidités-là. Des mesures qui, certes, détendent l'atmosphère au niveau local. L'économie étant extravertie pour l'essentiel des entreprises qui sont dans le secteur formel, la reprise économique va être fortement tributaire de la reprise au niveau international. 5 de ces 19 mesures d'assouplissement annoncées en fin de semaine par le Premier ministre chef du gouvernement concernent des charges liées aux cotisations sociales. L'État décide de la suspension des contrôles et du report des paiements de ces charges sociales pour une période de 3 mois renouvelable. Des gains financiers non négligeables évalués ici par Oswald Modo. Il fallait bien penser à ce secteur transversal qu'ont en commun toutes les entreprises dignes de ce nom. Les cotisations sociales mettent en effet le personnel au centre des préoccupations. L'impact des mesures prises dans cette perspective est presque autant bénéfique pour les employeurs que pour les employés. Ces initiatives-là, moi personnellement, j'apprécie ça d'abord. Je pense que ça va nous aider, même si ça ne prend pas trop de charges. Mais c'est quand même quelque chose. Si on regarde au niveau, si tu ne déclares pas par mois, la pénalité. Des mesures salutaires pour des entreprises qui ont dû subir de plein fouet le contre-coup du Covid-19. C'est vrai que pour les petits et moyennes entreprises qui
qui ont moins de 10 personnes, de 15 personnes, l'impact n'est pas grand, mais le petit moyen qu'on devait payer à la caisse de l'État, on peut utiliser ça dans nos bureaux pour acheter le papier et tous les autres matériels pour travailler avec. Des économies substantielles pour les entreprises en somme qui valent bien ce qu'elles sont. Ce n'est pas des millions, mais pour moi, je regarde l'intention des gouvernements pour venir à l'aide de l'entreprise privée au Cameroun. 300%. Imaginez que dans 3 mois, si on ne paye pas. Donc, je pense que c'est quand même une bonne idée. Ça montre vraiment que le gouvernement pense à l'avenir. À travers la suspension des contrôles sur place, l'annulation des pénalités de retard, l'étalement du paiement des dettes, le maintien du paiement des allocations familiales au personnel des entreprises ou encore l'augmentation du niveau des allocations familiales, à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale, les efforts financiers de l'État représentent une enveloppe conséquente à l'échelle nationale. D'autres acteurs économiques tels les revendeurs Bayam Salam, les taxis et mototaximens, l'hôtellerie et la restauration respirent également un peu mieux depuis l'annonce de l'exonération de l'impôt libératoire des taxes de stationnement ou de séjour. Estimation chiffrée des bénéfices escomptés dans ces différents secteurs, c'est un reportage de Agnès Solange à Bessolo. Les premiers à ressentir le besoin d'un relâchement fiscal devant un nombre réduit des clients sont sans doute les opérateurs du secteur hôtellerie et restauration. On pouvait estimer qu'avant, on faisait peut-être des ventes de 90 100 000 par jour. Ça a considérablement baissé. Il y avait des jours où on vendait 10 000, 30 000, 40 000. Dans cet hôtel 2 étoiles par exemple, la taxe sur le séjour fixée à 1 000 francs était imposée sur le prix de la nuitée, 45 000. Aujourd'hui exonéré pour le reste de l'exercice 2020, commencé à échéance mars, le client ne payera uniquement que le prix de la nuitée. Les taxes sur les nuitées qui est de 1 000 francs qui seront applicables à partir d'aujourd'hui, de ce lundi, on ne va plus l'exiger aux clients. Un autre secteur en difficulté, celui des transports. Réduit de 10% de ce qu'ils sont normalement, réalisant des chiffres d'affaires considérables, 25 000 francs CFA de recettes journalières pour un taximan, 15 000 étaient pour le carburant et 10 000 francs comme gain. Aujourd'hui, les chiffres sont moins éloquents. 18 000 francs de recettes, 10 000 de carburant pour un bénéfice de 8 000 francs CFA par jour. Exonérés de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement, 11 250 francs CFA par trimestre, ils apprécient l'effort de soutien du gouvernement. Ça nous soulage un peu, mais pas tellement. La recette n'est plus comme avant, puisqu'il n'y a pas toujours les gens dehors. Oui. Les gens ont toujours peur. On n'arrive pas toujours à faire 20 000, même 20 000 de recettes, on n'arrive pas à faire par jour. Dans les marchés, le prix n'est pas forcément dégressif chez les vendeurs de vivres, d'autant plus que le droit de place, ici au marché Mokolo, s'élève à 200 francs par jour. Avec l'exonération de l'impôt libératoire et des taxes communales, paiement suspendu au titre du deuxième trimestre. Autant de mesures d'accompagnement prises pour éviter la contraction des richesses économiques. Globalement, après ces mesures d'accompagnement, l'industrie des loisirs de nuit se réjouit de la levée de l'obligation de fermer les portes à partir de 18 h. Mais cependant, l'annonce des mesures présidentielles fait constater des débordements et un net recul des mesures de protection. Un relâchement dangereux qui fait maintenant craindre le pire sur le front des contaminations. Restons mobilisés, c'est le commentaire de la rédaction que signe Romuald Ntuisongok. 30 avril 2020, une joie torrentielle arrose le Cameroun comme une pluie de saison sèche. Le Premier ministre vient d'égrener le chapelet de 19 mesures d'assouplissement et de soutien décidées par le président de la République pour accompagner la lutte contre le coronavirus au Cameroun. La première d'entre elles connaît aussitôt un retentissement de tintamarre. La mesure ordonne l'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons, restaurants et autres lieux de loisirs. Certains Camerounais n'ont pas attendu le lendemain pour des dérives au nom de la soif avec des interprétations des plus surréalistes.
Le Cameroun a vaincu le corona. Que non, le Cameroun se bat encore contre la pire des pandémies depuis le début du 21e siècle et le pays pourrait bien compter plus de malades et de morts si le volume de l'insouciance ne baisse point à travers les bars, boîtes de nuit et lieux mondains du même genre. Autant de volcans momentanément éteints du coronavirus, désormais rentrés en activité depuis la reprise de service de ces établissements. Il n'est pas responsable de ne retenir de la déclaration du Premier ministre que la mesure levant les restrictions, alors que Joseph Dione Ngouté concluait d'un ton grave par cette interpellation. Je voudrais demander aux populations de continuer à observer avec la plus grande rigueur les gestes barrières et l'ensemble des mesures visant à limiter l'expansion du coronavirus dans notre pays, en particulier le port systématique du masque de protection dans tous les espaces ouverts au public et l'interdiction des rassemblements. En un mot, comme en mille, il faut choisir entre la discipline et le coronavirus. Et sur le front de la prise en charge, il faut dire qu'on peut également se confiner à la maison en cas de contamination. Comment donc s'opère ce confinement des malades asymptomatiques mais testés positifs et immobilisés dans leur domicile? Réponse dans cette enquête de Marlise Enoambarga à Omo. La prise en charge de malades atteints de Covid-19 à domicile est possible. Confinés chez soi, mais pas abandonnés, ils sont suivis à distance au quotidien par les équipes médicales. Tous les patients qui sont suivis à domicile reçoivent un appel téléphonique quotidien avec des visites des équipes médicales qui descendent leur rendre visite au moins une fois par semaine. Et aussitôt qu'on se rend compte que le patient commence à présenter des symptômes qui nous permettent de le classer en catégorie patient modéré ou sévère, il est extrait de son domicile, il est amené à l'hôpital. Cette mesure de confiner les malades à domicile ou dans d'autres lieux de leur choix ne se limite qu'aux malades testés positifs mais ne présentant pas une forme grave de la maladie. Les patients normalement sont classés en plusieurs catégories. Ce sont les patients qui sont asymptomatiques ou ceux qui sont légers que nous pouvons confiner à domicile et suivre à la maison. Pour une guérison sans contaminer son entourage, le patient doit respecter quelques règles. Ils doivent porter un masque et éviter autant que possible de sortir. Ils doivent se laver les mains tout le temps avec du savon ou bien une solution hydroalcoolique. Donc se moucher avec un mouchoir, tousser dans le coude. Et en plus de cela, comme on l'a dit, ils doivent se rassurer qu'ils restent dans une pièce, pas de contact direct et prolongé avec leurs proches. Le confinement à domicile, la mesure a été prise par le ministère de la Santé publique au début de la crise lorsque les sites d'accueil des malades au Covid-19 étaient encore insuffisants. Et ça porte des fruits jusqu'à présent. Nous vous amenons à présent à travers les régions pour vivre la joie et le soulagement des populations à la réception du don spécial du chef de l'État pour décentraliser la riposte vers les campagnes. Dans la Damaoa, le préfet du Mbéré a transmis la dotation du chef de l'État aux bénéficiaires de sa circonscription de commandement. Retrouvons là-bas Omaro Kadili à Meganga. Du matériel hygiénique nécessaire pour briser la chaîne de propagation ou de contamination au Covid-19, voilà en substance le don présidentiel gracieusement offert aux populations de l'arrondissement de Nyambaka. Face à ce geste, les chefs traditionnels, ici par la voix de leurs représentants, ont dit toute leur gratitude au président de la République, Paul Biya. Message relayé par le magistrat municipal de la localité pour qui cette mise à disposition vient davantage renforcer les efforts de lutte contre le coronavirus au sein de sa collectivité. Nous avons investi notre moyen propre pour faire en sorte que la barrière soit solide. Et si maintenant le chef de l'État a pensé qu'il fallait aussi faire un appui dans ce sens, ça ne fait que galvaniser ce qu'on avait fait déjà. Lors de la remise symbolique aux ayants droit, l'autorité administrative s'est voulue claire quant aux principaux bénéficiaires en appelant ses administrés à l'observation continue des mesures barrières. Doubler de vigilance dans la lutte contre cette pandémie. Alors, les mesures qui sont prescrites doivent être scrupuleusement respectées par les uns et les autres. C'est à ces prix que nous allons
combattre cette pandémie. Alors, les autorités de base devront donc identifier les personnes les plus nécessiteuses pour pouvoir entrer en possession de ce don. Une recommandation que devront mettre en œuvre les sous-préfets chargés d'acheminer à leur tour cette donation du chef de l'État. Dans la région du Nord-Ouest, la réception des 2 ambulances, dont du chef de l'État, augure de meilleures conditions de prise en charge des cas de Covid-19 à l'hôpital régional de Bamenda. Voici la gratitude des autorités administratives et des populations. C'est un reportage de Emmanuel Koloko à Bamenda. Principale attraction ici à l'esplanade du gouverneur du Nord-Ouest qui procède à la remise officielle du don spécial du chef de l'État pour la lutte contre le Covid-19. Une joie pour le corps médical. Ces ambulances sont que la bienvenue, n'est-ce pas, pour permettre aux équipes d'intervention rapide pour aller sur le terrain et puis faire des investigations, faire des prélèvements et ramener. Autre fait majeur, des denrées alimentaires sont remis au maire de la ville de Bamenda pour mener à bien son opération de lutte contre la faim dans un contexte de crise. On va tenter de distribuer ça aux populations. Des kits sanitaires et le matériel essentiel pour les mesures d'hygiène sont envoyés à la population via les sous-préfets de cet arrondissement de la Mézam. Le temps de la discussion est passé. Le chef de l'État nous a engagés dans la reconstruction. Il nous engage aujourd'hui dans le renforcement de la santé publique. Nous devons donc nous mobiliser derrière lui pour reconstruire et rétablir les populations du Nord-Ouest dans leur dignité. 11 patients sont déjà testés au Covid-19 dans le Nord-Ouest, dont un décès. Le don spécial du chef de l'État arrive donc à juste titre. Allons dans la Mémé, dans la région du sud-ouest, où les kits de lutte contre le Covid-19 offerts par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, étaient distribués aux 3 arrondissements de ce département par le préfet. Il s'agit de renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus à la base jusque dans les villages. Elisabeth Son, CR TV Sud-Ouest. Les dons envoyés par le chef de l'État pour lutter contre le Covid-19 dans la Mémé incluent les seaux, savons, désinfectants entre autres. Après les avoir reçus, le préfet de la Mémé a remis ses kits aux sous-préfets des différents arrondissements pour la distribution. Et les chefs de terre ont par la suite exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour ce geste. On va siéger et on fait le programme de distribution qui va toucher tous les centres de formation, la population handicapée, bref, tout le monde. Entre-temps, le bataillon d'intervention rapide vient de faire un don de kits hygiéniques dans 4 villages de l'arrondissement de Mbongué. La cérémonie de distribution de ces dons était supervisée par le lieutenant-colonel. Le Covid-19 est une véritable menace pour toute la population. Et le BIR a voulu aujourd'hui venir supporter la population de Ekombe-Mbondi. Mais non seulement Ekombe-Mbondi, mais les villages voisins dont les représentants sont venus récupérer le matériel. Les officiels et les populations espèrent que ces dons vont ainsi renforcer la lutte contre le Covid-19 dans leur circonscription. Dans la région de l'Est, le gouverneur Grégoire Mvongo a lancé l'opération de distribution du don présidentiel à travers les arrondissements de Batouri, de Bertoua 2e et de Doumé. La gratitude des populations de la KDI, du Lomé-Djerem et du Rognon, c'est dans ce reportage de Jean du Nord Kemché. À Batouri, Bertoua 2 et Doumé, où le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, s'est rendu, tout indiquait que les populations et les autorités étaient déjà en ordre de bataille contre la pandémie. De la même façon que la conscience de la menace que la pandémie représente est prise partout, toutes les précautions étaient de mise pour que le don spécial du chef de l'État arrive à ceux qui en ont véritablement besoin. Nous avons au total une 20aine de poules.
Les premiers bénéficiaires ont reçu leur lot des mains du gouverneur et de ses collaborateurs. Dans les prochains jours, ce sera le tour des populations des zones reculées avec la même satisfaction. Les personnes âgées de 3e âge sont les principales vulnérables par rapport à ce Covid-19 qui est là. C'est l'occasion pour moi, au nom de toutes mes populations, pour dire merci au chef de l'État. Il est absolument nécessaire que ces dons servent effectivement à la prévention contre la propagation du Covid-19. Pour ce don spécial du chef de l'État, les 33 arrondissements de la région de l'Est ont reçu chacun rigoureusement la même dotation. Restons dans le soleil levant où, en plus de ce précieux soutien du chef de l'État aux populations, le sénateur Jean Mbunju et le maire de Ndélélé viennent également d'offrir des kits d'hygiène et de protection aux populations de cet arrondissement. Retrouvons là-bas Victorine Begel, elle est dans la CADI précisément. Les populations de Ndélélé ont désormais les armes nécessaires pour éviter l'intrusion de l'ennemi dénommé coronavirus dans leur territoire. Il s'agit du matériel de prévention et de détection constitué pour l'essentiel des thermoflash, des gels hydroalcooliques, des pulvérisateurs, des masques, des gants, du savon et de l'eau de javel entre autres. Une action conjointe du sénateur Jean Mbunju et de la mairie de Ndélélé. Il faudrait prévenir. Et pour prévenir, nous avons jugé utile et nous avons trouvé judicieux de pouvoir offrir des kits aux populations. Il est donc question de préparer déjà nos populations pour lutter, n'est-ce pas, contre cette pandémie. À l'esplanade de la mairie de Ndélélé, le don qui est remis aux chefs de village et aux responsables des hôpitaux est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. À l'occasion de cette cérémonie qui a connu la présence du sous-préfet de Ndélélé, Félix Zodouma, les populations se disent favorables à l'assouplissement des mesures barrières, une décision récemment prise par le président Paul Biya. 20h51, direction le centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé. Là-bas, le point de presse quotidien vient de s'achever. Essentiellement, on a annoncé une situation épidémiologique stable, pas de nouvelles guérisons ces dernières 24 heures. Notre correspondant sur place à Messa, c'est Évariste Yenga. Bonsoir Évariste, vous faites pour nous la globalité du point de la situation là-bas ce soir. Bonsoir Adèle, vous venez de l'indiquer, la situation épidémiologique est statique, les chiffres n'ont pas bougé, aucun mouvement. Au cours des dernières 24 heures, aucun cas de guérison n'a été enregistré. C'est bien pour dire que atteindre la barre des 1000 guérisons, ce sera à attendre encore puisqu'on tend déjà vers ce chiffre de 1000 guérisons au Cameroun. Mais on n'en est pas là puisqu'aujourd'hui le bilan des guérisons affiche 0. Un autre bilan qui est encourageant, il n'y a pas eu de décès ces dernières 24 heures. C'est dire si le personnel médical reste d'arrache-pied engagé dans la prise en charge. On parle non pas de cette prise en charge ce soir avec l'expert que nous recevons, mais plutôt de la sensibilisation. Adèle, il y a eu les mesures prises récemment par le chef de l'État visant à l'assouplissement des mesures décidées antérieurement. Seulement, il y a comme une interprétation de travers de la part de certains citoyens qui tendent à négliger certaines mesures barrières. On en parle avec le docteur Tchinde Fabrice. Il est médecin de santé publique de ce bureau d'information du centre où nous sommes actuellement. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Yenga. Alors dites-nous, on a observé cela, d'observation de reporters, on le remarque, il y a comme un petit relâchement à l'observance des mesures barrières. C'est un danger. Quels sont les risques encourus dans ce type de circonstances? Merci pour la question. Déjà, il faut préciser, il faut rappeler à nos populations que la pandémie de Covid sévit toujours dans notre pays et étant au stade 2 de la transmission, il faut rappeler également que le coronavirus continue de se propager au sein de nos communautés. Donc maintenant, plus que jamais, nous devons redoubler d'efforts en respectant les mesures barrières au risque de
de constater une contamination plus rapide et à plus grande échelle de la maladie dans notre pays. On a bien compris, la visée du chef de l'État, c'était de redonner du souffle aux entreprises qui étaient quasiment à l'arrêt, leur permettre de recommencer à fonctionner. Donc on a allégé, ce qui pour autant n'écarte pas définitivement le danger. Je pense que c'est un appel à vivre avec le virus, mais en continuant d'observer les mesures barrières. Comment éviter de nouvelles contaminations dans ce contexte? Effectivement, merci pour la question. Il faut le préciser. Cette pandémie, cette crise sanitaire est responsable des dégâts non seulement sur le plan sanitaire, mais également sur d'autres plans, notamment socio-économiques. Donc les nouvelles mesures d'assouplissement prises par le gouvernement visent également à améliorer, tout cela concourt à améliorer la santé des populations, également leur bien-être. Il faut le rappeler, la santé n'est pas qu'absence de maladie. Merci. Et donc, pour y parvenir, il faudrait continuer plus que jamais de respecter les mesures barrières édictées, notamment le port obligatoire et adéquat du masque dans les lieux publics, le lavage régulier des mains et la distanciation physique. Cela appelle à un changement de comportement, à une intégration des prescriptions qui sont en cours. Dites, que devrait faire un agent économique, par exemple, c'est un exemple à tout hasard, pour poursuivre son activité et en même temps protéger ses collaborateurs, ses usagers? Ok, merci. De manière pratique, l'agent économique, ce qu'il doit faire, c'est veiller, prendre toutes les dispositions possibles pour protéger son personnel et protéger sa clientèle. Également, en tant qu'acteur majeur dans la lutte à son niveau, il doit également veiller au respect des mesures édictées par le gouvernement. Donc, comme on l'a dit, il faudrait par exemple qu'au sein de son entreprise, dans la mesure du possible, qu'il dispose des affiches de sensibilisation, qu'il ait des dispositifs de lavage des mains, également, comme ça se voit dans certains lieux, de distanciation physique entre les clients et le respect de ces mesures au quotidien. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc, les précautions initiales annoncées restent en vigueur malgré l'assouplissement de ces différentes mesures. Et cela a été aussi un des points majeurs de la communication du docteur Fané Mamat au cours du point de presse livré. Vous l'indiquiez, Adèle, il y a quelques instants ici pour faire le bilan journalier. Elle a insisté sur le cas d'un porteur asymptomatique. C'est un malade qui ne présente pas de signes extérieurs de la maladie, mais qui pour autant peut transmettre cette maladie à d'autres personnes. Donc, en cas de brassage, ce patient X pourrait représenter un danger, d'où l'appel et la nécessité à continuer l'observance des règles barrières. À vous. Merci Évariste, merci à votre expert. Ce soir, on retient qu'il faut maintenir les mesures barrières. Le masque reste obligatoire, la distanciation sociale également. Et on nous dit ce soir, attention à la contamination de masse au sein de nos communautés. Revenons donc au don présidentiel, le don spécial du chef de l'État, également distribué aux bénéficiaires de la région du centre, à Ré-Antui, dans le Mbam et Kim, où le sous-préfet a exhorté les autorités traditionnelles à faire preuve de célérité et de responsabilité pour que ce geste salutaire du chef de l'État atteigne maintenant les localités les plus enclavées. Elvis Nguimaison est à Sierre TV Centre. Pour les populations de Ntui, le don spécial du chef de l'État vient renforcer le plan de riposte déjà mis en place pour barrer la voie au Covid-19 dans la municipalité. Nous voulons profiter de cette tribune pour dire une fois de plus au chef de l'État que son geste a été entendu. Et ce geste qui a été accompagné par des mesures qui ont apaisé les pleurs de toutes les populations de Ntui. En remettant ces cartons de savon, de gel hydroalcoolique, ces seaux robinets et autres cache-nez aux populations, le sous-préfet de Ntui, Aboubakari Amanchouto, va insister sur le triptyque efficacité, célérité et responsabilité. L'arrondissement de Ntui était en train de fêter déjà le pont que le chef de l'État a bien voulu mettre à notre disposition. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous constatons la magnanimité du chef de l'État. En Ntui, les populations ont compris que les mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État ne signifient en aucun cas relâchement dans la pratique des bons gestes face au Covid-19.
Les Nations Unies apportent également leur soutien à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. À Maroua, région de l'extrême nord, le programme des Nations Unies pour le développement vient de doter les centres hospitaliers de la capitale régionale de l'extrême nord d'équipements divers. Un matériel transmis par la représentante résidente du système des Nations Unies au Cameroun, son Excellence Allegra Bayoki. Voici la réception de ce dont parle le gouverneur dans l'extrême nord, raconté par Abdoulaziz Amadou. La lutte contre le Covid-19 au Cameroun nécessite une contribution multisectorielle. Pour les Nations Unies, le principal défi à l'extrême nord est d'ordre matériel. Il faut tout de suite équiper les hôpitaux et centres de santé. On a beaucoup échangé sur les besoins de la région aujourd'hui et de comment le système peut les accompagner. Il y a des donations qui arrivent au niveau de Yaoundé et donc le défi sera à s'assurer que ces équipements et ces matériels arrivent jusqu'à Maroua à l'extrême nord. Au cours de cette audience, à elle accordée par le gouverneur de l'extrême nord, la responsable onusienne a salué les comportements responsables et citoyens dont font montre les populations de cette région à l'ère du Covid-19. Je veux vraiment saluer les efforts qui ont été mis en place sous le leadership du gouverneur, pour qu'il m'a parlé de toutes les actions qui ont été déjà entreprises et surtout la sensibilisation des populations à travers les radios communautaires. Cette région est encore épargnée, mais il faut absolument que les populations mettent en place les mesures pour éviter les risques et la propagation. Et ce n'est qu'à ce prix que la pandémie pourra être domptée. Et dans cette même veine, un autre organisme international qui vient soutenir le Cameroun dans ce combat contre le Covid-19, le FMI, le Fonds monétaire international, vient en effet d'approuver un décaissement d'environ 135 milliards en faveur de notre pays. Cette facilité de crédit rapide est destinée à juguler l'impact du coronavirus sur l'économie nationale. Nous y reviendrons. Synergie Armée-Nation dans la région de l'extrême nord. Le premier bataillon d'intervention rapide vient de mettre à la disposition de 7 villages de l'arrondissement de Pété des machines à écraser. Il s'agit de soulager la peine de ces ménagères dans cette localité. Francine Ndjaba était à Pété. Jusqu'au moment où les bénéficiaires recevaient l'appui du premier bataillon d'intervention rapide, seul le village Pété avait une machine adéquate à moudre les céréales. Aujourd'hui, grâce au BIR, les ménagères des cantons de Djavgué, Fadaré, Djaoudé, Halilou, Alagarno n'auront plus à parcourir de longues distances pour écraser le maïs, le mil et autres. Pété, c'est notre zone d'action. Nous avons remarqué que les populations avaient un manque criard de machines à écraser ici. Nous leur avons donné ceci pour essayer d'améliorer les conditions de vie qui ne sont pas faciles. La dotation de ces machines, conçues avec un moteur d'une capacité de 25 chevaux de puissance, d'un débit de 300 kg par heure et des accessoires est une véritable manne pour les populations bénéficiaires. Cette action civilo-militaire du BIR vient ainsi matérialiser le lien entre l'armée et la nation implémenté par la hiérarchie militaire. Dans le littoral, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée vient au secours des élèves du secondaire confinés dans la ville de Douala. L'Institut offre maintenant des enseignements à travers la radio pour maintenir les activités pédagogiques à flot en ces temps de confinement. Voyons cela à Douala. C'est un reportage de Brigitte Mbozé. En direct de la 94.7 FM, un cours sur les recherches opérationnelles est dispensé à l'intention des étudiants de deuxième année de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Dans un contexte où sévit le Covid-19, l'on a pu trouver les moyens d'assurer la continuité des cours. Au-delà des exposés de l'enseignant, une synthèse est faite par un journaliste. Tout un mécanisme mis en place pour assurer aussi bien l'évaluation que l'interaction entre l'élève et l'enseignant. Je ne vois pas les étudiants croire que l'année académique est terminée quand elle n'est pas encore. Un cadre hiérarchique de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a trouvé un moyen numérique pour permettre aux étudiants de rester dans la veille académique. Tout commence ici, à la cellule informatique de l'IUG. La plateforme a 3 rôles. L'administrateur, c'est celui qui s'occupe
de mettre tout en place. Le rôle enseignant, quant à lui, mettre le cours, les supports des cours en ligne pour l'étudiant en se connectant à toutes les informations dont il a besoin. Bien que cette méthode soit une innovation, elle a été adoptée bien longtemps à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée avant l'apparition du Covid-19. Nous sommes passés rapidement au téléenseignement, à la téléévaluation pour nous adapter à la nouvelle donne. Le e-learning n'est qu'une mesure supplémentaire, d'autant plus que toutes les autres mesures barrières édictées par le gouvernement sont déjà respectées ici. Les équipes de travail sont réduites. Nous avons pris toutes les dispositions, notamment les points d'eau à l'entrée des campus, les cache-nez, les gels que nous avons distribués dans tous les services. En quelques années seulement, ce groupe s'est positionné par ses performances comme l'un des meilleurs en matière d'enseignement supérieur au Cameroun. Il confirme son rang aujourd'hui comme leader pour ce qui est du e-learning. Et dans la foulée, ouvrons donc le feuilleton de la semaine sur ces secteurs qui ont le vent en poupe en cette saison. Et ce sont des secteurs qui font de cette grave crise sanitaire une série d'opportunités. Premier filon, les TIC, justement, le digital et l'économie numérique, sans lesquels on ne pourrait plus aujourd'hui ni travailler, ni se concerter décemment. Les bonnes affaires dans la télémédecine, le télétravail et le téléenseignement, c'est une enquête de Laurence Ocalia. Dans un instant, certainement, ces résultats de l'enquête de Laurence Ocalia sur les bonnes affaires dans les TIC en cette saison de crise sanitaire. L'avenue Kennedy à Yaoundé n'a jamais ôté son masque des bonnes affaires. En cette période de pandémie, elle se frotte les mains car les appareils enfermés derrière les comptoirs sortent rapidement de confinement. Le marché était bon, il y avait beaucoup de demandes. Il y avait des demandes de jeux vidéo. Vous savez, comme les gens étaient confinés à la maison, ils avaient besoin d'appareils. Il y avait une grosse demande des jeux vidéo, des ordinateurs, des tablettes, des appels vidéo et les gens travaillaient à la maison. La demande à la hausse sature le marché. Derrière les vitrines, les produits se vantent et ne se vendent plus n'importe comment. Il y a pénurie parce que les frontières sont fermées et nous n'arrivons pas à faire entrer les appareils. Chaque commerçant essayait d'augmenter le prix de sa marchandise puisqu'il savait qu'il ne pouvait plus faire entrer la marchandise dans les stocks. Tous les stocks ont baissé sur le marché. Les frontières aériennes sont fermées, mais le commerce et le marketing digital volent très haut en ce moment. Leur rôle, vous rendre la vie plus facile en un clic. Les gens se sont confinés et dans confinés, il y a eu l'ennui. Ils se sont lancés sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc ça fait en sorte qu'il y a plus de visites sur les sites Internet. Les entreprises se sont lancées aussi dans le service à domicile, ce qui fait en sorte qu'ils ont eu un intérêt à chanter leur communication digitale. Du coup, se sont donc retournés vers les gens, des entreprises comme nous qui sont spécialisées dans la communication digitale, le marketing en ligne, montre aussi notre chiffre d'affaires. Rester à la maison a bien été bénéfique pour certaines entreprises. Depuis plusieurs semaines, Franklin et Clément ont considérablement réduit leurs charges grâce au télétravail. Aujourd'hui, c'est à 3 que nous travaillerons sur les coûts de revient de cette expérience. Les lignes comme le transport, nous ne l'avons plus. Par ailleurs, la connexion Internet dans laquelle nous investissions au bureau, nous l'exploitons maintenant au maximum. Sans connexion Internet, nous sommes paralysés. Avec les solutions de conf call comme Zoom que nous utilisons, les moyens de paiement dématérialisés, les différentes solutions de mobile money, e-banking, PayPal, par lesquelles nous réglons la majeure partie de nos charges et même nous recevons les paiements de certains clients. La pandémie a réellement mis en mal bon nombre des secteurs d'activité. Seuls les TIC n'ont pas été touchés au poumon.
Dans la suite du journal, je signale ces deux arrêtés signés ce lundi par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. L'un porte sur la classification des entreprises publiques et l'autre sur la classification des établissements publics. Nous reviendrons sur les explications dans nos prochaines éditions. Et dans l'autre actualité, dans ces établissements publics, à la Société de recouvrement des créances du Cameroun, la SRC, Robert Bapolipot remplace le professeur Joseph Oona à la présidence du conseil d'administration. L'ancien député UPC, nommé membre de ce conseil d'administration la semaine dernière par un décret du président de la République, était élu ce lundi par ses pairs et immédiatement installé par le ministre des Finances. Le reportage de Cyril Kinga-Mbepe. Quelques minutes ont suffi pour ouvrir une nouvelle page dans l'administration de la Société de recouvrement des créances SRC. Les membres du conseil ayant élu à huis clos leur président, l'installation a suivi. Je vous déclare installé dans vos fonctions de président du conseil d'administration de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Les documents paraphés, Robert Bapolipot peut efficacement poursuivre la réorganisation de cette société publique contenue dans le décret présidentiel du 9 janvier 2020. La SRC aborde un tournant décisif. Vous avez donc la lourde charge de coordonner la mise en œuvre de ce qui apparaît clairement comme le grand projet de la SRC pour les années à venir. Enseignant de philosophie à la base, conseiller technique au ministère de l'économie et de la planification, puis député de la nation, Robert Bapolipot a le profil de l'emploi. Nous allons prendre en considération les défis qui sont les nôtres et nous avons l'art de mieux appréhender le réveil des herbes. Le professeur Joseph Oona aura occupé ce poste de 2006 à 2020. Pour la SRC, l'on attend une impulsion que va apporter le nouveau président du conseil de cette société chargée de recouvrer l'argent public. Reparlons de l'enquête sur le drame de Ngarbou à la lumière du point de presse donné ce lundi par l'Observatoire du développement sociétal. Globalement, les intervenants s'insurgent contre le discrédit jeté sur nos forces de défense et de sécurité. La synthèse, Séverin Alégambélé. Le message à retenir de la rencontre entre la presse et les responsables de l'Observatoire du développement sociétal est sans équivoque. Pour cet organe, les faits tels que rapportés par la commission d'enquête sur la tragédie de Ngarbou ne souffrent d'aucune ambiguïté. L'Observatoire s'inscrit donc en faux contre ces sorties fantoches de Madame Hilaria Allegdosi, qui a pour seul objectif de jeter le discrédit sur les forces de défense camerounaises. L'Observatoire voudrait féliciter le président de la République pour la transparence concernant le drame de Ngarbou, preuve de ce que le Cameroun n'est pas un foyer propice à l'injustice, à l'impunité. Malgré les dégâts collatéraux enregistrés en Ngarbou, les forces armées camerounaises restent professionnelles et très attachées au concept armée-nation, matérialisé par des actions civilo-militaires sur le terrain des opérations. Rien à voir avec les insinuations des ONG internationales. L'Observatoire du développement sociétal appelle au ministre de l'administration territoriale à suspendre les activités de Human Rights Watch au Cameroun pour une durée maximale de 3 mois. Aux questions posées à l'enseignant-chercheur invité, au coordonnateur de l'Observatoire, on a obtenu un complément d'information fondé sur le contexte de l'incident de Ngarbou. Nous sommes en guerre, une guerre hybride. Et les guerres hybrides utilisent généralement et les moyens militaires, les moyens conventionnels, non conventionnels, la désinformation et tout ce qui permet à l'ennemi d'atteindre des objectifs spécifiques. De ce point de presse, il s'est agi finalement de l'image de l'armée camerounaise. Une image à redorer au regard des ressources et de la reconnaissance internationale des forces de défense et de sécurité. Également à la une de l'actualité, cette annonce, 3000 enseignants de la maternelle et du primaire bientôt recrutés. Leur âge limite pour ce concours est ramené à 40 ans. Ce sont là les résolutions essentielles des travaux de la Commission centrale de recrutement des instituteurs au titre de l'année 2019. Travaux qui se déroulaient ce lundi à Yaoundé sous la houlette du ministre des Enseignements secondaires
secondaire, le professeur Laurent-Serge Tondingwa. Voici le reportage de Elvire Nina Galim. Fini la case vacataire, bienvenue la case instituteur. Le changement de profil est une réponse concrète du gouvernement pour résorber le déficit des enseignants en zone rurale notamment. En chiffres, c'est le recrutement de 3000 enseignants contractuels du secteur de l'enseignement maternel et primaire au titre de l'année 2019. Le gouvernement opère sur deux types de voies. Premièrement, la fonction publique en fonction de l'enveloppe disponible. Deuxièmement, le coup de main de nos partenaires. Nous devons harmonieusement utiliser les personnels qui sont mis à notre disposition. En rouge, le ministère de l'Éducation de base marque pour le recrutement massif la note de l'âge limite ramenée à 40. L'un des critères qui ambitionne de réduire les problèmes de déplacement et d'inadaptation des enseignants à leur poste de travail. Le critère essentiel, c'est qu'il y ait globalement des maîtres qui disposent d'un diplôme professionnel qui est appelé au Cameroun le CAPIEM. C'est le diplôme terminal pour les maîtres de la maternelle au primaire. Deuxièmement, on a privilégié les vieux diplômes. Et enfin, il faut qu'il y ait une justice au niveau de nos régions. Une aubaine de justice sociale dans toutes les régions du pays. Avoir un maître chaque année par région pour stabiliser l'effectif des enseignants. Et c'était naturellement le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Tondingwa, dans ses explications. Les responsables nommés le 22 avril par le président de la République à l'université de Yaoundé 1 étaient installés cette dernière fin de semaine. 3 vice-recteurs, un secrétaire général et le directeur de l'école normale supérieure, des collaborateurs du recteur Maurice Aurélien Sosso, appelés à relever les défis de l'heure au sein de cette université. Le reportage de Étienne Pascal Azeg. Ils ont désormais la lourde charge d'assurer le contrôle interne et l'évaluation de la professionnalisation de l'enseignement et de la recherche d'une bonne coopération entre le monde des entreprises et l'université de Yaoundé 1. Les nouveaux responsables, nouvellement nommés, bénéficient de la confiance du président de la République. Le recteur de l'université de Yaoundé 1 a prescrit à ses enseignants émérites le respect de la discipline académique. Le décret du chef de l'État en date du 22 avril dernier a apporté 2 dames au poste de secrétaire général de l'université de Yaoundé 1 et de directeur de l'école normale supérieure. Mon sentiment est un sentiment d'immense surprise. Je me sens très honorée du fait que le chef de l'État ait porté de l'intérêt sur ma modeste personne. C'est un sentiment de gratitude qui m'anime envers le chef de l'État et envers toutes les autres mains qui ont rendu possible cette assignation. Je pense notamment au ministre d'État, au ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famundongo. Les 5 nouveaux responsables arrivent dans un milieu qui leur est familier. Ils se disent conscients des nouveaux défis à relever au sein de la mère des universités camerounaises. Et c'est la fin de ce 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Joël Igor Abanda et de Augusta Ngononga. Vous aurez sur cette antenne un autre journal à minuit présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Rendez-vous à retrouver immédiatement sur cette antenne. Présidence Actu, Yves-Marc Modzo et ses invités décryptent l'actualité présidentielle. Je vous quitte sur ces autres rappels sur l'alarme à tenir encore contre le Covid-19. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.